Bien bonjour à tous, c'est Matt, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une lecture récente. Il s'agit du tout premier tome d'Absolute Superman et je dois dire que c'est une lecture qui m'a particulièrement plu. J'avais vraiment envie du coup d'en faire une vidéo parce que j'avais quelques pistes de réflexion concernant cette lecture que j'avais vraiment envie de vous partager. Alors il faut savoir que j'ai lu les trois récits qui sont dédiés à la Trinité en version absolue. Celui sur lequel j'étais le plus hypé entre guillemets, bah, c'était Batman évidemment. Celui sur lequel j'étais peut-être le plus intrigué, c'était Wonder Woman. Et c'est celui qui me faisait ni chaud ni froid en fait, bah, c'était Superman. Et pour le coup, je pense que c'est peut-être ma lecture préférée des trois premiers tomes concernant la Trinité version absolue. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi. En fait, dès les premières pages de lecture, je pensais tomber en fait sur une version un peu plus sombre de Superman qu'à l'accoutumée. Et bon, j'en attendais pas grand-chose entre guillemets, mais dès le deuxième épisode de ce premier tome, eh bien, je dois dire qu'il y a des thèmes qui ont été abordés et le récit a pris une tournure dans un genre que j'affectionne tout particulièrement, qui est celui de la SF d'anticipation, de la science-fiction dystopique. Et j'ai vraiment été conquis, en fait, dès le deuxième épisode. En fait, en général, Krypton, c'est presque une utopie dans la plupart des récits classiques. C'est-à-dire que on a effectivement un peuple qui est très avancé technologiquement. C'est quand même les Kryptoniens un peuple qui est empli d'une certaine sagesse finalement. Et même s'ils peuvent paraître sous certains aspects peut-être arrogants ou peut-être même froids, il y a quand même cette idée qui se dégage des Kryptoniens et de Krypton qui est que ben ouais, c'est un peuple qui est quand même bien avancé, c'est un peuple qui a l'air d'être posé, qui avance, ils avancent tous à l'unisson dans une même direction et alors, je vais pas non plus dire que Krypton c'est le paradis, mais il y a quand même ce côté très fort de peuple qui a réussi et de paix et de prospérité que les humains, par exemple, aimeraient atteindre un jour. Et dès le deuxième épisode de ce récit, eh bien, il y a clairement des choses que Jason Aaron a mis dans son récit qui nous montrent que non, cette Krypton-là n'a rien d'une utopie. Et je vais vous le dire tout de suite, pour moi, finalement, dans ce premier tome, le héros de ce Absolute Superman, c'est pas Superman, mais c'est Krypton. Alors quand je dis le héros, c'est pas au sens héroïque, mais c'est plus la vedette finalement de ce premier tome, c'est Krypton et c'est pas Superman parce que je trouve que Jason Aaron, en très peu de cases, nous envoie des thèmes et des signaux qui sont bien plus forts et bien plus intéressants que ce qu'on peut voir pour l'instant de ce Superman. En fait, je me suis aussi fait la réflexion en lisant ça, c'est que je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui en 2025, 2026 malheureusement écrire une Krypton comme à l'ancienne et finalement même un Superman comme à l'ancienne. On vit dans une époque qui est devenue beaucoup plus cynique, on se permet peut-être beaucoup moins d'espérer, de rêver. C'est très dangereux d'ailleurs, hein. Superman est peut-être même un peu boudé du grand public. Je fais l'impasse sur le film de James Gunn, hein, mais je pense que ce héros malheureusement a toujours été peut-être moqué et il est de plus en plus à une ère où on a remis sur le devant de la scène des comics comme The Boys et où on voit l'engouement qu'il peut y avoir pour ce type de récit de la part du grand public surtout. Qu'un lecteur de comics assidu s'autorise, entre guillemets, de temps en temps, d'aller voir du côté très grim and gritty ou du côté de la satire ou de l'autocritique du genre super-héroïque. Je pense que c'est très sain de le faire quand on aime les super-héros. C'est bien aussi des fois d'être confronté à certaines contradictions et certaines versions très polarisantes et extrémistes de ce genre. Mais que le grand public applaudisse à l'unisson des récits comme ça, ou des versions comme ça de super-héros, je trouve ça pas dangereux, mais ça témoigne quand même d'une époque qui est très particulière. Et du coup, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'écrire un Superman pour ces raisons-là, mais aussi parce que, bien, comme je l'ai dit, le monde dans lequel on est plus cynique. Et il n'est pas plus cynique sans raison, il est plus cynique parce que on vit et on va vivre encore, malheureusement, des crises à répétition de plus en plus rapprochées, qui touchent tout un tas de domaines différents. Là où peut-être qu'à une époque, des récits plus classiques de Superman, eh bien, il y avait peut-être moins de crises ou du moins il y avait peut-être un temps de repos entre chaque crise qui était plus long, qui permettait de digérer ça, de prendre d'en tirer des leçons ou des conclusions et cetera. Il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, même quand, les Kryptons étaient des utopies, quand Krypton se casse la gueule, il y avait un peu ce texte en arrière-plan qui était que, les choses ont dégénéré sur Krypton parce que
les Kryptoniens n'ont pas su entendre certains avertissements et ça faisait écho à ce que nous, à l'époque, on vivait, qui était, ben, des crises écologiques et du coup, ça permettait aux lecteurs, eh bien, de d'avoir un sort d'avertissement. C'était aussi finalement, de l'anticipation, ça permettait aux auteurs de faire passer un message. Mais du coup, je me dis en 2025-2026, c'est cynique ce que je vais dire, mais faire une Krypton dont le seul souci, ça va être l'écologie. Malheureusement pour nous, ça devient lointain au sens où, il y a tellement d'autres choses aussi qui se passent et il y a eu tellement de bouleversements depuis que je pense qu'on peut plus se cantonner qu'à ça pour écrire une nouvelle Krypton et Jason Aaron l'a très bien compris puisque, eh bien, on voit bien dans son récit que, voilà, le monde est passé par des périodes de confinement, que le monde a vu, l'arrivée, tonitruante des IA génératives ces dernières années et Jason a ajouté ça dans son récit d'une manière très intelligente et Krypton est véritablement pour moi, dans ce récit, une véritable dystopie. Premier exemple, hein, c'est, le conseil de Krypton qui fait office d'État finalement, d'État tout puissant avec, des inégalités sociales extrêmes et en fait, le conseil de Krypton détient la vérité. C'est le conseil qui décide de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas et ça m'a fait sourire jaune parce que je pense que ces dernières années, on vit vraiment dans la guerre de l'information. On traite tout le monde de complotiste, quiconque, de complotiste qui, va remettre en cause ou seulement émettre des doutes sur une version donnée par un média dominant, par une idéologie dominante et du coup, ça me fait sourire jaune parce que, ça témoigne quand même de quelque chose, ces périodes où la moindre personne qui ose remettre, en cause un fait ou seulement s'interroger sur la version officielle de quelque chose est directement taxé de presque malade mental et de voir que sur Krypton finalement, ben, ils ont dû aussi, eux, passer par là pour arriver à ce stade ultime où la vérité n'est produite que par une caste et que les Kryptoniens n'ont plus l'air du tout de remettre ça en question. À part la famille L et quelques autres outsiders qui, de temps en temps, bah, essayent de dire: «Ouais, là, c'est compliqué, nous, on remarque qu'il y a quand même certains soucis», et ils sont, ouais, c'est un peu des freaks, quoi. Ils sont montrés du doigt, on les écoute pas, si le conseil de Krypton n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas ou que c'est faux, quoi. Je pense que c'est un avertissement de Jason Aaron qui nous dit, «Faites attention, l'information, c'est le pouvoir et quand, on laisse l'information, heu, à une seule entité et que personne n'a le droit d'avoir son mot à redire sur l'information et cetera, je pense que c'est extrêmement grave et que ça peut mener à des dérives, extrêmement compliquées puisque, on le voit bien dans ce récit de Superman, c'est que, la famille L qui se rend compte qu'il y a un problème avec, que Krypton se meurt, ils essayent d'avertir, le conseil et le conseil ne les écoute pas. Je pense que c'est utile, là je parle pas du comics, hein, mais dans la vraie vie, je pense que c'est utile que des gens, en fait, des fois remettent en cause certaines versions officielles, même si des fois ils vont se tromper et que la version officielle était vraiment bonne. Je pense que c'est utile et vital, en fait, qu'il y ait toujours, un petit pourcentage de personnes qui doutent, tout simplement pour ne pas laisser le champ libre total à des forces qui pourraient s'accaparer complètement l'information et la vérité. Parce que comme je l'ai dit, hein, l'information, c'est le pouvoir et malheureusement ça se vérifie, de jour en jour. Deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans ce récit, eh bien, c'est, le traitement de l'intelligence artificielle et aussi de l'école. On a cette scène où, finalement à l'école on comprend que les élèves ne font plus les devoirs eux-mêmes, mais sont obligés d'utiliser, une IA générative et waouh! Je me suis dit: «Mais c'est tellement, dystopique, c'est tellement triste d'en arriver là» parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement les IA génératives fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur ce qu'on appelle un modèle et un modèle, c'est ni plus ni moins qu'un, dossier comprenant plein de données qu'on leur a données à l'avance. Par conséquent, on peut aiguiller un modèle en lui donnant tel ou tel type, d'échantillon de données, en omettant, enfin en soustrayant ou en ajoutant certaines informations à un modèle, eh bien, on peut faire un modèle qui va être axé, je vais prendre l'exemple là le plus parlant pour moi, c'est tout ce qui est les IA génératives, mais d'images, de Midjourney ou, de Stable Diffusion. Vous avez des modèles qui sont spécialisés en manga, des modèles qui vont être spécialisés en photoréalisme, en voitures, en animaux, en monstres, parce qu'en fait, l'échantillon qu'on leur donne à l'avance a été, choisi par la personne qui l'a fabriqué, justement pour orienter ce modèle. Et là, quand vous couplez ça
au fait que le conseil de Krypton décide de ce qui est vrai ou ce qui est faux, vous vous doutez bien que le modèle de ChatGPT conçu par le conseil de Krypton, c'est un modèle qui doit aller vraiment dans leur sens. Et donc, donner ça à des enfants, bah, ça en fait déjà des parfaits soumis du système, puisqu'en fait, du coup, au-delà du fait de ne leur apprendre qu'une version de l'histoire et des vérités sans rien remettre en question, les seuls moments où ils pourraient un peu sortir des sentiers battus en faisant leurs devoirs et en explorant d'autres pistes, hein, je sais pas, en allant à la bibliothèque ou en réfléchissant, ou là, dangereusement par eux-mêmes, si vous leur donnez un modèle d'IA, bah, en fait, finalement, vous les bloquez dans un périmètre, très défini de pensée, et je trouve ça d'une tristesse infinie, et j'ai aussi grincé les dents parce que je me suis dit, j'ai très très peur, sincèrement, que dans peu de temps, malheureusement, dans les écoles, dans le monde, on en arrive à cette catastrophe qui serait de donner des modèles d'IA à des enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs, parce que à une période où il faut absolument qu'on se confronte au monde, où il faut absolument qu'on sorte des sentiers battus, qu'on se laisse complètement partir dans tous les sens pour explorer plein de courants de pensée, qu'on découvre plein de choses par nous-mêmes, qu'on fasse des erreurs du coup. Qu'on fasse des erreurs, il faut qu'on fasse des erreurs. Mais si à ce moment crucial de notre vie, de fabrication de notre futur nous, on nous prive de ça, c'est pire qu'être en prison. Si on nous prive de ça à cet âge-là, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont être adultes? Et en fait, j'ai vraiment peur, du coup, que malheureusement, on fasse cette bêtise, nous, terriens, sur la planète Terre, eh bien, de priver des enfants, en fait, de tout ce qui fait la vivacité d'esprit que possède un enfant, et cette explosion d'avoir tout envie de découvrir et de se laisser aucune limite. Et là, de voir tous ces enfants kryptoniens qui ont l'air d'être de parfaits idiots heureux. Le seul qui, en fait, est le freaks de la classe, eh ben, c'est le jeune Kal-El, parce que, mon Dieu, quel dégénéré mental, il fait ses devoirs tout seul. Il veut pas utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs, il les fait lui-même. Et du coup, les profs lui disent, oh là là, ça va pas falloir qu'on convoque tes parents. Quel, mais c'est d'une tristesse. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, ça tient sur une planche et demie, mais je me suis dit, mais le message est tellement puissant, le message est tellement fort. Peut-être que je suranalyse. Mais moi qui kiffe la SF dystopique, les récits d'anticipation, je suis désolé, mais je ne peux pas voir autre chose que Jason Aaron qui nous dit faites gaffe les mecs, faites très attention, parce que quand vous couplez l'information donnée à une seule entité qui la contrôle, et qui, en plus de ça, les humains n'utilisent que des outils qui sont réfléchis pour être très délimités et d'aller que dans un sens, le sens de celui qui l'a fabriqué, bah vous obtenez un peuple qui se meurt. Parce que Krypton, dans ce récit, à un moment donné, je sais plus si c'est les parents, elles, qui disent Krypton se meurt, Krypton est en train de mourir. Mais en fait, oui, la sphère de roche sur laquelle vous êtes meurt au sens propre. Mais les gars, là, ce qu'on voit dans le récit, en fait, le peuple kryptonien est mort depuis belle lurette. Ils sont debout, ils sont vivants, ils respirent, mais c'est des tubes digestifs. Ils réfléchissent plus par eux-mêmes, ils remettent rien en question, ils chient, ils se lèvent, ils mangent, ils bossent, et il y a rien qui se passe d'autre que ça. Ils sont complètement désincarnés. On voit les enfants qui font du télétravail, c'est-à-dire qu'en fait, les gosses ne sont même plus en physique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, que j'allais à l'école, 50% même plus que ça, de l'envie d'aller à l'école, c'est parce qu'il y avait la cour de récré, que j'allais pouvoir tirer des ballons dans la tête des gens, crier, faire des trucs, échanger des cartes Pokémon. En fait, des trucs qui font qu'on se confronte à l'autre. Je sais plus quel est le philosophe français à la con là, qui a dit un truc du style l'enfer c'est autrui. Mais, mais t'as rien dans le crâne, mec. Oui, oui, l'autre c'est chiant, en fait. Mais ça permet justement de s'aiguiser en tant qu'individu pour devenir une meilleure personne. Il faut absolument que les enfants se mélangent entre eux. Oui, oui, le collège c'est ghetto. Oui. Ah, le collège c'est relou. Mais en fait, on est obligé de se confronter aux autres pour se bâtir en tant qu'humain. En tant qu'humain sain, en fait. Et les petits kryptoniens en sont privés. C'est-à-dire qu'ils ne se voient plus en vrai, ils font leurs devoirs en utilisant ChatGPT, leurs parents sont déprimés parce que en fait, ils bossent, ils cotisent, et ils ont un pouvoir qui contrôle l'information, et leur planète part en vrille. Je remplace kryptonien par terrien, on n'en est pas très 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 loin. Donc voilà pourquoi ce récit m'a vraiment beaucoup plu. Pour le coup, c'est peut-être même pas Superman pour l'instant qui vraiment me hype dans ce récit, mais c'est vraiment le traitement de Krypton. Et je pense que c'est un passage obligatoire, en fait, de d'abord nous poser ce constat extrêmement sombre, hein, de Krypton, pour pouvoir, en fait, écrire un Superman en 2025-2026.
J'espère néanmoins que ce Superman ne sera pas totalement sombre. J'ai quelques petites réserves, hein, ouais, sur ce récit, notamment peut-être le fait que sur Terre, c'est un peu manichéen. Les peacemakers ont l'air d'être de sacrés neuneux, et il y en a un moment donné qui ouvre le feu sur des civils parce que, ils m'ont manqué de respect, du coup je tire sur des gens, sur des êtres humains qui m'ont rien fait. Je trouve ça un peu, bon, c'est vraiment limite et j'espère que Jason Aaron est assez intelligent pour ne pas nous dire qu'en fait les entreprises sont forcément, des gens mauvais. Le patronat a du bon, hein, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, l'argent corrompt oui, mais pas tout le monde, ça existe des gens qui ont de l'argent et qui sont pas des ordures. J'espère juste, voilà, qu'on partira pas trop sur un truc trop, manichéen en ce qui concerne le peuple de terre. Je suis très content de voir que Lois Lane finalement, retourne, alors j'ai dit retourne sa veste. C'est plutôt que au contact finalement de Kal-El, il y a un truc qui se déclenche en elle et c'est finalement l'essence de son personnage qui est, remis en avant. C'est-à-dire que c'est une version corrompue, le DC Absolute, mais l'essence des personnages sommeille en eux et Lois Lane, son essence a été rallumée dès qu'elle a été finalement en contact, dès qu'elle a passé quelques minutes avec Kal-El, il y a un truc en elle qui s'est rallumé, c'est l'essence de son personnage et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'elle va devenir cette Lois Lane dans ce récit, je suis vraiment très impatient de voir ce qu'elle va devenir. En ce qui concerne Superman, difficile à juger pour l'instant, je le trouve, pas sombre, mais bah, la Terre est sombre, donc c'est compliqué pour lui d'être lumineux, mais il y a quand même on sent qu'il y a quand même en lui ce besoin qu'on peut pas faire taire de sauver et de se battre pour la justice, de se battre pour les gens faibles et de tirer le monde vers la lumière. C'est juste que peut-être que c'est tellement pour l'instant sombre sur Terre dans ce premier récit, et peut-être tellement manichéen que c'est plus compliqué de voir que Superman brille encore vraiment beaucoup. Mais l'espoir vient, voilà, comme j'ai dit, d'avoir vu cette Lois Lane qui a tout de suite ce qu'elle a en elle qui est ressorti. La version qu'on connaît de Lois Lane qui ressort comme ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis aussi intéressant de voir comment Jason Aaron va traiter l'IA en tant qu'outil amélioratif qui apporte du positif parce que la tenue de Superman c'est un peu la tenue de Jarvis, enfin l'IA de Jarvis d'Iron Man parce que c'est Sol, je crois, le nom de l'IA qu'il y a dans son costume que ses parents ont fabriqué. Donc le modèle d'IA sur lequel est basé Sol, c'est ses parents qui ont conçu ce modèle. Donc encore une fois, il y a aussi ce côté méta de se dire le modèle fait par l'entité toute puissante sur Krypton, le Conseil, est néfaste. Et en fait, elle plonge dans le chaos finalement son propre monde. Mais l'IA faite avec amour par la famille L, eh bien finalement, pour l'instant, on voit que c'est une IA qui est positive et qui aide sincèrement bien Superman. Et du coup, on peut faire le parallèle avec la paternité et ce qu'on lègue et le modèle qu'on donne à nos enfants, au sens parental du terme, si on peut dire ça comme ça. Donc ouais, beaucoup de trucs lancés comme ça dès ce premier tome. Je suis franchement comblé, moi, de ce premier tome. Oui, j'ai quelques réserves, comme je l'ai dit, mais globalement, c'était cool, quoi. Peut-être que j'ai suranalysé, les gars. Peut-être que je me triture trop les méninges et qu'en fait, c'était juste un peu une lecture popcorn, je sais pas. Je vous l'ai dit, peut-être que mon avis est biaisé parce que moi, je kiffe les SF dystopiques. Et là, pour le coup, moi, j'étais comblé, donc peut-être que je suis parti un peu loin. Bref, vidéo de près une vingtaine de minutes. Je suis content qu'elle ait pas duré plus longtemps pour vous, sinon c'est trop chiant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on peut encore écrire Superman comme avant? Est-ce que la vedette de ce tome 1, c'est Krypton ou c'est Superman? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous aussi, on peut mettre ce comics dans la case des récits un peu d'anticipation et de SF dystopique? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis écoutez, moi, j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Je ne sais pas quand il sort, il faudra que je regarde très bientôt, je crois. Et puis, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous parler du deuxième tome. Bref, ayez de bonnes lectures et puis je vous dis à très très bientôt les gars. Ciao!